Je suis professeur Robert Bellay, professeur à l'université Pierre et Marie Curie et dans une unité de recherche qui s'appelle Mer et Santé à la station biologique de Roscoff. Voilà une idée d'une des unités de la station biologique, il y en a 4. Roscoff, c'est au fin fond du Finistère, complètement perdu, mais c'est un centre où il y a quand même 300 personnes qui travaillent et c'est en passe de devenir un des plus gros centres européens de recherche sur tout ce qui concerne la mer. Et évidemment, les tutelles sont l'université et le CNRS, Centre national de la recherche scientifique. Alors, la biologie veut résoudre un certain nombre de problèmes et des problèmes sociétaux dans le domaine santé, alimentation, énergie. Évidemment, pas seulement. Hein. Et on est entré dans une ère industrielle nouvelle qui est associée à une révolution énorme dans les concepts de la biologie. Alors c'est ça que je vais essayer de vous faire passer comme message. D'un côté, sur le plan recherche, on l'appelle biologie systémique. Évidemment, systémique vient de système. Et dans le domaine des applications, le mot choisi maintenant, c'est biologie synthétique. Synthétique pour synthèse. Alors en anglais, pour la biologie systémique, il faut regarder Systems avec un S, Biology. Alors, je vais vous exposer un petit peu où on en est en biologie, évidemment. Ça va être assez simplifié. Je vais vous expliquer ce que sont ces nouveaux concepts. Et puis, je vais vous parler un petit peu de la discipline qui émerge dans le monde. Alors, où en est la biologie? Pour ça, il faut avoir quelques bases pour comprendre. Alors, je m'attendais à ce que la conférence soit beaucoup plus grand public, tout public, si vous voulez. Bon, j'imagine que vous avez tous des notions de biologie, donc on va aller très vite là-dessus. Très, très vite. Voilà comment est organisé le monde vivant, de la molécule. Les cellules forment des organes qui forment un organisme. Les organismes peuvent être regroupés, on appelle ça des populations, et les populations peuvent être en interaction les unes avec les autres, et on appelle ça des écosystèmes. Ça, ce sont tous les niveaux auxquels on étudie la biologie. Celle-là est un petit peu compliquée, mais pas de panique, je ne vous demande pas de la retenir. C'est simplement pour vous dire comment moi je vois l'histoire de la biologie. Alors je la vois comme ça en, disons, 4 grandes étapes. Alors ce qui se faisait avant 1700, disons, ou même on peut considérer que depuis que l'homme est sur la Terre, Homo sapiens, il fait de la biologie, sans le savoir évidemment. Mais il étudiait, il avait besoin de manger, donc il étudiait comment chasser au mieux, donc il étudiait le comportement des animaux, par exemple. Et puis la médecine, peut-être par les gourous, les sorciers, les choses comme ça, existe depuis que l'homme est sur la Terre aussi. Disons, la première fois que le mot biologie est utilisé, c'est en 1800. Je vous ai mis quelques repères ici pour un petit peu montrer cette histoire de la biologie. Bon, je la découpe en étapes, évidemment, c'est tout à fait arbitraire, c'est un continuum. Mais disons, une étape énorme d'acquisition de connaissances, alors qui va finalement jusqu'en 1950. En 1950 est apparu ce qu'on appelle, au début on l'appelait la biochimie, puis ensuite la biologie moléculaire. Et maintenant on l'appelle ça toutes les sciences en omique. Vous avez entendu parler de protéomique, génomique, voilà, des choses comme ça. Donc c'est cette étape-là. Alors j'ai mis quelques repères qui peuvent vous intéresser. Bon, évidemment, j'ai mis de temps en temps les Français. Je vous fais remarquer une chose importante, par exemple, la découverte du microscope, donc qui n'a rien à voir avec la biologie, mais a permis des avancées en biologie considérables, puisque c'est grâce au microscope que les biologistes de l'époque se sont aperçus que les êtres vivants étaient constitués de cellules. Vous voyez ? Donc il y a toujours des grandes avancées dans n'importe quel domaine de la science d'ailleurs, qui est associé à d'autres disciplines. Et puis j'ai un nouveau repère là que je vous ai mis là. Depuis 2000 est apparu ce qu'on appelle la biologie systémique, donc côté recherche, et la biologie synthétique côté application. Mais tout ça, c'est la même chose en fait. Alors c'est apparu où? Dans les laboratoires de recherche, évidemment. Et
progressivement, c'est en train d'apparaître comme une discipline en soi dans beaucoup de pays. Alors je vous ai mis un repère aussi, en 2007, la première cellule dite synthétique. Alors je vais vous en parler. Enfin, le premier programme plutôt. Alors voici comment ça peut se présenter. Ici, une échelle logarithmique, hein, donc faites attention. Ce sont les publications dans le domaine de la biologie. Et les quatre grandes phases que je vous ai indiquées ici. Alors évidemment, en 90, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait 10 000 publications dans le monde en biologie, c'est tout. Et puis, pendant la période d'acquisition des connaissances, il y a évidemment beaucoup de chercheurs qui se sont mis à travailler, des pays qui se sont engagés dans les recherches en biologie pour différentes raisons. Ça aboutit en 1950 à peu près, donc, ou si on prend comme repère 40 avant la guerre, à 100 000 ou un peu plus publications dans le monde entier donc, de biologie. Ensuite, très grosse explosion, avec de plus en plus de laboratoires, de plus en plus de chercheurs, pour aboutir en gros dans les années 2000 ou aujourd'hui à 30 millions de publications scientifiques. Donc un développement considérable. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est ce qui apparaît depuis 2000 à peu près, la biologie systémique et synthétique. Et pour le moment, vous voyez que dans le monde entier, il y a 44 600 articles. C'est pas beaucoup sur les 30 millions, mais c'est quand même pas mal. Et par exemple, pour vous citer deux exemples, la Chine en a 1300. La Chine a compris qu'il fallait investir là-dedans. En France, bon, on n'est pas trop mal quand même, 840. Et ça se développe à une vitesse mais considérable. Il y a des congrès dans le monde entier, quasiment chaque semaine, sur la biologie systémique en ce moment. Alors, faisons un petit peu de biologie pour commencer, et vous savez sans doute tous que tous les êtres vivants sont constitués de cellules. J'ai pris un exemple au hasard. Cette personne, les plus anciens l'auront reconnu sans doute, les autres je ne suis pas sûr, bah, elle a 13 000 milliards de cellules, comme vous. Et ces cellules, vous savez sans doute tous, sont venues d'une seule. Le résultat de la fécondation entre un ovocyte et un spermatozoïde, la cellule s'est divisée en 2, 4, 8. Ensuite, certaines cellules se sont spécialisées pour faire le cœur, le foie, tous les organes. Mais la division des cellules, c'est un mécanisme fondamental, puisque cette jeune dame, enfin plus si jeune d'ailleurs, a des ovocytes, elle a peut-être un mari, et ça va continuer comme ça. Et depuis que l'homme est sur la Terre, il y a un continuum comme ça. Et on est issu de ce continuum, bien sûr. Alors, comment ça fonctionne? Nous avons des gènes. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas trop la biologie, c'est aussi ce qu'on appelle des chromosomes, si vous voulez, pour simplifier, ou l'ADN. L'ADN, c'est le support moléculaire de ça. Et c'est la mémoire. Et puis, la vie, ce sont les protéines qui sont fabriquées grâce à cette mémoire de l'ADN. Le fonctionnement de la cellule, c'est ça. Des gènes, des protéines. Et la vie, c'est les protéines. Alors, je me suis permis cette comparaison qui va peut-être vous en toucher plus. Vous connaissez les CD. Vous savez qu'il y a un codage numérique binaire sur un CD. Ça, c'est la mémoire. Et grâce à un lecteur, on peut écouter les musiques qui correspondent à ce codage. En biologie, on peut considérer que c'est quelque chose du même genre. L'ADN, donc les gènes, les chromosomes, il y a un codage. Alors, ce n'est pas un codage binaire, c'est un codage à 4 constituants. A, T, G, C. On ne va pas développer. Et ce qui est très important, c'est, comme dans le codage binaire, c'est l'enchaînement de ces A, T, G, C. Dans le codage binaire, s'il y a un 0 à la place d'un 1 à un endroit, bah, ça fera un crack dans la musique. Dans la vie, c'est comme ça. Une erreur, une
On appelle ça les bases ATGC. Une base modifiée, et c'est par exemple la maladie comme la mucoviscidose. Donc très important l'enchaînement. Et puis il y a un système de lecture et des protéines qui sont fabriquées. Alors ce qui est difficile à comprendre en biologie, c'est d'où vient le lecteur. Ben, le lecteur vient des protéines fabriquées. Alors je vais vous expliquer tout à l'heure des choses sur la cellule artificielle. N'oubliez pas cet élément déterminant. Il y a les gènes, mais pour que les gènes soient traduits en protéines, il faut ce lecteur, ce système de traduction. Et on l'appelle le système de traduction d'ailleurs. Bon, encore un petit peu de biologie. L'enchaînement de toutes les bases ATGC, l'enchaînement complet dans un organisme, on l'appelle le génome. Donc c'est l'ensemble des gènes. Alors on peut obtenir, et on sait le faire, alors c'est même couramment, ce sont des robots qui font ça, l'enchaînement complet des bases pour un organisme. Alors je vous le raconte comme ça a l'air facile, bon c'est pas si simple, mais on obtient en une seule journée quasiment des millions, voire des milliards d'enchaînements comme ça. Quelle est la relation maintenant entre les gènes et les protéines ? Alors là, pour les professeurs de biologie, j'ai simplifié un maximum. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais l'idée générale, elle est là. C'est-à-dire que sur l'ADN complet, qui figurait là, il y a des zones, et ces zones correspondent au codage d'une protéine. Je vous ai mis 3 exemples ici, A, B, C. La protéine B, elle est fabriquée par le gène correspondant. Ça fonctionne comme ça. Alors, comme ordre de grandeur, chez l'homme, il y a 3 milliards de ATGC, comme ça, qui s'enchaînent les uns aux autres. Il y a paradoxalement que 21 000 gènes. Ça a été une des grosses surprises du séquençage du génome humain. Il n'y a que 21 000 gènes. Alors que, pour vous citer d'autres exemples, un petit ver qui fait 1 centimètre a 7 000 gènes. Une mouche a 15 000 gènes. On a à peine plus que ça. Et en plus, nous, on ne s'est même pas volé par rapport à la mouche. Bon, vous voyez, c'était une grosse surprise. Et donc, comme il y a 21 000 gènes, on considère qu'il y a 21 000 protéines. Alors, c'est un petit peu faux dans la mesure où un gène peut donner plusieurs protéines. Mais prenons ça comme ordre de grandeur. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques exemples d'applications, donc de ce qu'on sait faire déjà, pour vous amener progressivement au concept que je veux développer. On sait séquencer, c'est-à-dire obtenir la séquence de gènes, donc avoir l'enchaînement des ATGC. Alors on le sait avec des appareils qui font la séquence, et on sait aussi les retirer d'un organisme, ou de les produire de façon synthétique, ce qui revient au même. Et du coup, on est capable de les réintroduire dans d'autres organismes. Alors on appelle ça des OGM, vous connaissez ça, vous avez entendu le mot, c'est sûr. Organismes génétiquement modifiés. Alors je vais prendre un exemple ou deux pour vous montrer ça. Voilà, il y a une maladie humaine qui s'appelle le diabète. Le diabète, le problème, dans certains diabètes en tout cas, les gens qui l'ont, cette maladie, ne produisent pas une hormone qui s'appelle l'insuline. L'insuline, c'est une protéine. Et évidemment, les conséquences, c'est qu'ils ne régulent pas le taux d'un sucre qui s'appelle le glucose dans le sang, et on mourrait du diabète. Problème, faut pouvoir donner de l'insuline pour traiter les malades. Alors, première phase, ça a été de prendre de l'insuline à partir des cadavres humains. On extrayait l'insuline et ça servait pour traiter les humains. Évidemment, la méthode s'est révélée très vite assez peu efficace, très bonne sûrement, mais il y a un problème de nombre. Il y a trop de gens qui ont le diabète par rapport au nombre de gens qui meurent et à qui on peut prélever leur insuline.
Donc, deuxième étape, ça a été d'utiliser une insuline de porc. Alors là, c'est un petit peu mieux, surtout en Bretagne d'ailleurs, on a beaucoup de porc. Donc, et plus facile. Et on extrayait de l'insuline de porc et on traitait les gens malades avec l'insuline de porc. Mais dès qu'on a compris que l'insuline était codée par un gène, que ce gène, on le connaissait, on a pu réintroduire ce gène dans une bactérie. Donc c'est le gène humain qui est mis dans une bactérie. Ça se fait depuis une bonne vingtaine d'années, hein, peut-être 25 même. Et à partir de ce moment-là, la bactérie, on la fait pousser très facilement et on obtient de l'insuline en très très grande quantité. Et comme c'est de l'insuline humaine, elle peut servir à traiter l'humain. Le porc, ce qui s'est passé avec l'insuline de porc, c'est que les gens ont développé des résistances à l'insuline de porc. Alors que contre l'insuline humaine, il n'y a pas de résistance, évidemment. Donc ça, c'est un exemple utilisé couramment. L'insuline que vous achetez en pharmacie, c'est fait comme ça maintenant. Je vais vous prendre un deuxième exemple dans un autre domaine, qui est le domaine du cancer. Alors dans le domaine du cancer, on a différentes approches. On essaie de prévenir, on essaie de guérir, d'empêcher les cancers d'arriver. Mais quand ils sont là, on essaie, alors de les guérir, non, le mot est exagéré, mais en tout cas de traiter. Et ça marche. Il y a 380 000 nouveaux cas de cancer en France tous les ans qui se rajoutent à ceux des années précédentes, et le nombre de décès de cancer diminue. C'est-à-dire qu'on arrive à améliorer considérablement la situation, même si elle est assez catastrophique. Il y a seulement 5 ans, moi, quand je faisais des conférences, je disais 2000 nouveaux cas de cancer par an. On a doublé en même pas 5 ans. Ce qui est un grand mystère, mais extrêmement inquiétant. Ces cancers, actuellement, sont traités par, enfin beaucoup d'entre eux en tout cas, par une molécule qui s'appelle le Taxol, ou des dérivés de cette molécule. Le Taxol, c'est donc une molécule anticancéreuse. D'où vient-elle ? Elle vient d'un arbre qui s'appelle l'if. L'if, vous en avez sûrement vu, on en voit souvent dans les cimetières. Il n'y a aucun rapport entre les deux choses. Mais disons, pour extraire du Taxol de l'if, ben j'ai pris ici quelques chiffres. Avec 500 000 ifs, donc les arbres, on obtient 1000 tonnes d'écorce. Et le Taxol est dans l'écorce. Et à partir de l'écorce, on arrive à produire, à partir de ces 1000 tonnes, 130 kg de Taxol. Or, la demande est considérablement supérieure à ça. Mais considérablement. Alors on réfléchit, vous réfléchissez tous en même temps, avec ce que je vous ai dit sur l'insuline, vous dites, mais il y a bien quelqu'un qui fabrique le Taxol. C'est l'if. Comment il fabrique son Taxol ? Avec des protéines, des enzymes. Donc, il a dans ses gènes de quoi coder les enzymes pour fabriquer le Taxol. Alors, on applique, on prend l'ADN de l'if, on sélectionne les parties de l'ADN qui codent pour les enzymes. Les enzymes, c'est des protéines. On introduit ces enzymes dans des cellules plus simples, la bactérie, une bactérie, et du coup, on produit du Taxol grâce à la bactérie. Résultat, intérêt pour les malades et les citoyens. Coût de fabrication très bas. Pour l'environnement, on arrête de détruire des ifs, c'est pas la peine, alors qu'il en fallait une quantité énorme. Pour le citoyen, coût abaissé, ça veut dire que les traitements, et donc ce qu'on appelle couramment, vulgairement, le trou de la sécurité sociale, ben, il diminue avec ça, puisque le coût devient beaucoup plus bas. Et on en produit des quantités à peu près illimitées. Donc vous voyez l'intérêt d'avoir fait ça.